Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo de présentation du match entre le TFC et l'OL. Match de championnat extrêmement important, vous allez voir bien que comptablement la victoire est absolument nécessaire. Je vais faire un débrief des conférences de presse d'Abner, néo-international brésilien, et Pierre Sage. Je vais présenter un petit peu la dynamique des deux équipes, faire une proposition de compo d'équipe au regard de ce qu'a pu dire Pierre Sage et des résultats récents. N'hésitez évidemment pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous proposez comme compo. Avant cela, un petit peu de pub. Je vais faire évidemment le commentaire live. Je vous invite à aller dans l'onglet en direct, vous cliquez sur la vidéo et vous mettez un like, s'il vous plaît, ça aide au référencement de la vidéo. N'hésitez là aussi pas à vous abonner puisque on approche petit à petit des 4000. Il reste une cinquantaine d'abonnements pour atteindre ce chiffre. Donc si vous êtes un régulier de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est Abner qui s'est présenté le premier en conférence de presse. Je pense que c'est la première fois qu'il y était. On le félicite puisqu'il est sélectionné avec l'équipe du Brésil. Alors, que personne ne prenne mal ce que je vais dire, mais je trouve quand même que ça en dit long sur le niveau actuel de l'équipe du Brésil que de sélectionner Abner Vinicius, qui selon moi, t'es un bon gamin, t'es un joueur soyeux, mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc que ce joueur-là soit international, ça me fait un peu penser finalement à un Jonathan Klaus qui se retrouve latéral en équipe de France, alors que le mec, c'est quand même pas très impressionnant. Après, voilà, il y a des générations où vous avez des joueurs plus ou moins bons. Donc Abner en équipe du Brésil, c'est bien pour nous, c'est bien pour la valorisation du joueur, mais très sincèrement, c'est quand même pas un bon signe pour cette équipe brésilienne. Mais enfin bon, donc on ne le prenne pas mal, c'est simplement que voilà, moi je trouve qu'Abner c'est un joueur assez moyen et que pour moi il n'a vraiment pas du tout une stature d'international. Alors justement, puisqu'on parle de stature internationale, on lui a demandé de s'exprimer sur la concurrence avec Tagliafico, qui lui est international argentin, champion du monde, donc lui c'est très bien. Pour nous deux, ça nous donne de la motivation, ça nous pousse l'un et l'autre vers le haut, c'est un très bon joueur, mais la concurrence est saine et surtout elle est bonne pour l'Olympique Lyonnais. Évidemment, si les joueurs doivent en faire davantage, que ce soit pendant les matchs ou aux entraînements, pour gagner leur place, c'est bien pour notre équipe. Il trouve que contre Marseille, on a gâché tout simplement parce qu'on a un peu perdu le contrôle, ce qui n'a pas été le cas contre l'Olympiakos où on était en contrôle du début jusqu'à la fin. Alors, ce qui est assez embêtant pour lui, c'est que contre Marseille, lui était sur le terrain, alors que contre l'Olympiakos, il n'y était pas. Donc il se tire un peu une balle dans le pied en disant ça. On lui a demandé s'il préférait jouer piston, c'est-à-dire dans une défense à 3 ou latéral gauche dans une défense à 4. Alors lui dit qu'il n'a pas de préférence, il joue là où le coach a besoin de lui. Il a également été interrogé sur son intégration à l'Olympique Lyonnais. Et donc il dit qu'il est arrivé avec sa famille, ce qui n'était pas forcément le cas quand il était au Betis, et donc ça lui a permis d'arriver dans un autre état d'esprit. Il dit qu'il a été bien accueilli, ce qui a évidemment aidé à son adaptation. Et il précise évidemment que il est un ami de Lucas Perry, donc pour lui, évidemment c'est un peu comme un grand frère, si on peut dire. Ça c'est moi qui le rajoute, il n'a pas employé ce terme. D'ailleurs, les Brésiliens, oui, il y a une tradition des Brésiliens à l'Olympique Lyonnais, il le sait. L'Olympique Lyonnais, c'est un club qui est très suivi au Brésil. Récemment, on a eu Paqueta, on a eu Guimarães, qui eux aussi d'ailleurs sont devenus internationaux. Et il dit d'ailleurs qu'il a été coéquipier avec Bruno Guimarães quand il était au Brésil, donc ils ont pu échanger sur l'OL. Il a été interrogé sur Tolisso et vous allez voir qu'il va dire quelque chose qui a été repris aussi par Pierre Sage. Donc pour Tolisso, il dit que il apporte de la sérénité, qu'il inculque aussi la culture de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour lui. Et il précise quand même, et ça c'est bien, parce que c'est bizarre quand même toujours d'interroger des joueurs sur des coéquipiers. Donc lui il dit oui, Tolisso, donc il apporte cette culture, il apporte cette sérénité, mais ce n'est pas le seul. Bon, il les a pas nommés, mais on peut évidemment penser à Matic, peut-être à Lacazette, etc.
Sur Ryan Cherki, alors il dit, Ryan Cherki, il fait des choses différentes, on a besoin de lui. Mais dans cette équipe aussi, il y a beaucoup de joueurs de qualité. Donc vous voyez, il ne veut pas non plus trop individualiser les performances, donc c'est tout à son honneur. Donc je le félicite pour sa sélection, mais je le répète, que lui soit sélectionné, que l'année dernière Adrielson soit sélectionné, ben c'est pas bon signe pour la sélection brésilienne, qui d'ailleurs est en crise de résultats. Passons à Pierre Sage, qui évidemment avait le sourire. On retrouve la victoire parce que finalement, tout le monde a l'impression qu'on joue super bien. D'ailleurs, il va reprendre un petit peu cette thématique. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas gagné depuis le match de Strasbourg, les amis. Donc, c'est quand même pas tout récent. C'était le dernier jour du mercato. Donc, vous voyez, ça remonte à presque un mois. Mais évidemment ça fait du bien. Il dit on voit les sourires sur les visages, dans les attitudes. La victoire de toute façon ça aide aussi à mieux récupérer, donc c'est bien. On vient d'enchaîner 4 bons matchs. Alors bon, là je trouve que c'est un petit peu voilà, Marseille c'est pas un bon match qu'on prenne 3 buts face à une équipe en infériorité numérique. Lens, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Bon, bref, alors il y a un peu en germe dans ces matchs-là ce que l'on a vu hier. Mais là aussi, l'Olympiakos, c'est pas non plus le top niveau européen. Donc faut pas s'enflammer, les amis. Vraiment, faut pas s'enflammer. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure dans le classement. Ce match face à Toulouse, il est extrêmement important. Alors, on lui a posé la question sur le changement de système de jeu, puisque vous savez, depuis quelques matchs, nous étions en 3-5-2, que ce système a fait beaucoup polémique. Moi et d'autres, beaucoup d'autres, et notamment John Textor, c'est quand même le plus important, trouvaient que ce système était trop frileux, qu'en plus, il laisse sur le banc des joueurs offensifs dont on aurait bien besoin. Quand on voit Malik Fofana rentrer à 10 minutes de la fin, franchement, ça fait mal au cœur. Et donc lui, il dit que ce changement de système de jeu, il est dû à 3 choses particulières. La première, c'est le management. Évidemment, il dit on laisse beaucoup de joueurs de très bon niveau sur le banc, et donc il faut aussi leur donner des perspectives. Mais, et ça c'est moi qui le rajoute, on a aussi 3 numéros 9, et que dans un système avec 3 ou 4 offensifs, et surtout 2 ailiers, vous pouvez pas utiliser 2 numéros 9, du coup Orban est resté sur le banc, et Mikotadze est rentré en fin de match, donc là aussi c'est des frustrations pour ces joueurs-là. C'est pas facile pour Pierre Sage, cet effectif pléthorique à certains postes et déplumé à d'autres, quand on voit qu'on est obligé d'aligner des latéraux en défense centrale alors qu'on croule sous les ailiers et les numéros 9. Donc une construction d'effectifs qui ne lui rend pas la tâche facile. Deuxième élément qui a présidé au fait de passer en 4-2-3-1, c'est les adversaires. Il s'attendait à une autre organisation de la part de l'Olympiakos, puisqu'il précise que c'est la première fois que cette équipe joue en 3-5-2 cette saison, mais aussi la saison dernière. Ils n'ont jamais joué en 3-5-2, donc le 4-2-3-1, il visait à contrer un autre type d'organisation. Ensuite, le troisième intérêt de ce 4-2-3-1, c'est de faire de nouvelles associations, et notamment des associations avec Ryan Cherki et Lacazette, avec les ailiers et Lacazette. Alors bon, Lacazette, on l'a peu vu malheureusement, donc ça n'a pas trop fonctionné. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas été interrogé sur Lacazette. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les questions. Moi, je l'aurais aussi interrogé sur Cacré, puisque Cacré, titulaire 53 fois consécutif, était pas titulaire dans le match face à Marseille et n'a pas du tout joué face à l'Olympiakos. Alors je sais que ça fait plaisir à beaucoup de monde, mais en tout cas, quand un joueur, en fait, on appelle ça une rupture de comportement, quand vous faites une chose de manière très régulière et que tout à coup vous ne la faites plus, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc donc ce qu'il faisait, c'était de titulariser Cacré et il ne le fait plus, donc j'aimerais bien qu'il soit interrogé là-dessus. Mais il a plutôt été interrogé sur les deux mêmes joueurs que Abner, c'est-à-dire Ryan Cherki et Tolisso.
Et donc, il le dit, effectivement, le poste favori, c'est numéro 10 pour Ryan Cherki. Ça a un intérêt très concret, c'est que déjà, ça lui donne énormément de liberté, plus que quand il jouait ailier. Et surtout, évidemment, il est couvert par les sentinelles. Ce qu'il a apprécié avec Ryan Cherki, au-delà du fait qu'il marque 2 buts dans les 2 derniers matchs, c'est qu'il se projette mieux sans le ballon. Et ça, je l'ai noté pendant le match, notamment en première mi-temps. 1 ou 2 fois, il s'est retrouvé hors jeu, mais il avait pris la profondeur, chose qu'il ne faisait jamais avant. Et donc, Pierre Sage voit ça comme un progrès dans le jeu de Ryan Cherki. D'ailleurs, il note que sur les 2 buts, il ne se présente pas avec le ballon dans la surface. Il est déjà dans la surface et il reçoit le ballon parce qu'il s'est rendu disponible sans le ballon. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Il doit réussir évidemment à ne pas perdre sa faculté de percussion avec la balle, mais aussi à se rendre disponible. D'ailleurs, il dit que la saison dernière, Ryan Cherki, il avait tendance à se mettre en action uniquement quand il avait le ballon dans les pieds, quand il recevait le ballon. Et là, il montre que petit à petit, il arrive à se rendre disponible justement avant de recevoir le ballon. On a fait remarquer que la saison passée, il avait seulement mis 3 buts et que cette saison, en 2 matchs, même pas, un match complet si on prend le temps de jeu, vu qu'il a joué 10 minutes face à Marseille et 70 face à l'Olympiakos, il est déjà à 2 buts. Alors il dit que l'année dernière, il a eu des opportunités de prendre des tirs, mais qu'il ne l'a pas toujours transformé en but. Parfois, il n'a même pas tiré en faisant peut-être un dribble de trop, voire 2 dribbles de trop, voire 3 dribbles de trop. Ça, c'est moi qui le dis, ce n'est pas Pierre Sage. Et il trouve que là, il est beaucoup plus agressif dans la surface. C'est vrai que son but, il était kiffant jeudi, parce qu'il n'a pas beaucoup d'angles. Et il met une mine de folie. Et le gardien, il ne sait pas ce qui lui arrive. D'ailleurs, j'ai vu que sur ce tir, il y avait 0,05 XG. Ce qui veut dire que un joueur normal va marquer une seule fois sur 20 dans cette situation. Donc ça, vraiment, c'est bien. Il trouve que ça démontre la détermination de Ryan Cherki. Et donc, il espère maintenant qu'il va devoir, qu'il sera régulier dans ce type de performance. Alors, à l'OL, évidemment, tout le monde le souhaite. Bon, déjà parce que ça va nous aider à gagner des matchs, mais aussi bien parce que ça pourrait faire remonter nettement la valeur de transfert de Ryan Cherki. Vous savez, ça a été un des feuilletons cet été, le transfert raté de Ryan Cherki. Maintenant, il a prolongé pour pour 2 saisons. Donc, s'il est performant, évidemment, ça va remonter sa valeur de transfert. Et vous le savez, étant donné la structure du budget de l'Olympique Lyonnais, récupérer de l'argent sur des transferts, c'est absolument nécessaire pour pouvoir continuer à performer et racheter des joueurs de qualité. Donc ça, c'est très important. Sur Tolisso, alors évidemment, tout le monde note le retour en forme de Tolisso. Alors, il a dit des choses un peu contradictoires, Pierre Sage, dans cette conférence de presse, puisque d'un côté, il s'est, risqué à dire que Tolisso était un meilleur joueur aujourd'hui que lors de son prime, quand il était en équipe de France ou au Bayern Munich. Bon, là, je pense quand même qu'il faut se calmer. Corentin Tolisso est un meilleur joueur cette saison que la saison dernière. Ça, c'est sûr, et que la saison précédente. Mais c'est quand même loin du Tolisso que l'on a connu à sa grande époque. Néanmoins, c'est un peu une situation difficile à gérer pour Tolisso, puisqu'à la fois, il faut lui donner du rythme en lui permettant d'enchaîner les matchs, mais il faut aussi, et c'est l'expression de Pierre Sage, que ses ressources soient au plus haut. Parce que, alors les ressources physiques, mentales, etc., s'il est sur son haut de ressources, il va être en confiance, il va être bon. Il suffit que ses ressources baissent un peu pour qu'il soit en difficulté, qu'il perde confiance et que sa prestation soit en baisse. Alors justement, dans des semaines à 3 matchs, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il a beaucoup donné contre Marseille, il a énormément donné contre l'Olympiakos. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner à Toulouse? Moi, je n'en suis pas convaincu. Pierre Sage, d'ailleurs, n'a pas vraiment l'info, puisque les joueurs vendredi, sont à la récupération. Il y aura sans doute une séance assez légère aujourd'hui.
Et en fait, je pense que c'est le joueur qui va décider. Pierre Sage nous informe que Corentin Tolisso s'est fixé des objectifs très ambitieux pour cette saison. Donc je pense être titulaire, être au top sur le plan physique, peut-être marquer des buts, faire des passes D, enfin bon bref, être présent peut-être. Ça c'est moi qui le dis, hein. Attention, hein, ce n'est pas Pierre Sage. Retourner en équipe de France parce que vous l'avez tous noté, en équipe de France, on a quand même un problème au milieu de terrain. Donc évidemment, tous ceux qui, on va dire, même si c'est pas des superstars mondiales, performent, hein, peuvent se dire, pourquoi pas. Bon, moi je pense qu'il en est très très loin, mais bon, comme Pierre Sage nous a pas vraiment détaillé les objectifs ambitieux, c'est ce que je comprends. Hein, je vois pas d'autre, à part peut-être un objectif de but et le fait peut-être de gagner un titre. Je ne vois que l'équipe de France comme objectif très ambitieux pour un joueur. Il dit néanmoins que, et c'est là où il se contredit un peu, qu'il est proche de son meilleur niveau, donc il ne l'est pas. Meilleur niveau en carrière, hein, c'est ça que je veux dire, mais qu'il a plus de maturité. Bon, alors est-ce que ça fait de lui un meilleur joueur que quand il était au Bayern Prime? Ça, je n'en suis pas sûr. Il redit donc ce que nous a dit Amner, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui performe sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est-à-dire qu'il s'occupe beaucoup des autres joueurs dans la vie du groupe. Et écoutez, son activité sur le terrain, défensive et offensive, est très intéressante parce que c'est un joueur qui se projette. Alors là, bon, j'aurais tendance quand même à tempérer. Alors, Pierre Sage dit oui, il se projette parce qu'il se retrouve dans la surface. Mais en fait, moi, c'est pas tellement là où Tolisso, Matic me gênent. Parce que se retrouver dans la surface, c'est bien. Le problème, c'est dans la transition. Et dans la transition, qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est pépère. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème pour notre équipe. Mais le problème, c'est que les milieux rapides qu'on a, ils ont des pieds carrés, et ceux qui ont des pieds, comme Matic et Tolisso, ils n'avancent pas. Donc ça, c'est quand même un vrai souci qu'il va falloir régler dans le futur. Est-ce que Thiago Almada est capable d'apporter cela? Je le souhaite. On verra ça, évidemment, à l'œuvre. On a parlé également du TFC. Alors, le TFC, Pierre Sage dit que c'est une équipe qui aime jouer au ballon, mais qui n'en fait pas une approche dogmatique. Hein. Ils sont capables de bien défendre. Ils trouvent que depuis le début de la saison, ils ont vraiment bien joué, mais ils n'ont pas toujours été récompensés par les résultats. On va voir dans quelques instants justement les résultats de cette équipe depuis le début de la saison. Donc voilà, il va falloir être vigilant. Est-ce qu'il a peur d'un relâchement justement après cette victoire face à l'Olympiakos? Non, tout simplement parce que les joueurs sont conscients qu'il nous faut prendre des points compte tenu de notre situation en Ligue 1. Donc normalement, hein, toujours pareil, mais on connaît nos Lyonnais, hein, tendance un petit peu à boulardiser, même après une seule victoire sur les 3 derniers matchs. Mais bon. Donc, lui, il pense que les joueurs vont rester mobilisés. Sur le groupe, l'importance du groupe, qui est très très pléthorique, et lui, finalement, il dit que avec la Coupe d'Europe, s'il y aura énormément de matchs, donc ça permet de donner des perspectives à tout le monde. Mais il prévient, attention, hein, le but c'est pas de faire des rotations pour faire des rotations, il faut être performant. Alors, il a été interrogé notamment sur les jeunes, parce que Diawara, certes, a eu quelques minutes, mais on a noté que il n'était pas dans le groupe, hein, tout simplement, sur les 2 matchs précédents, que Koumbedi, selon moi, n'a quasiment aucune perspective de jouer, sauf peut-être en Coupe de France. Et Hugo Guimet a eu tout à fait raison, puisqu'il dit « On a gardé certains jeunes qui ont eu des propositions cet été, et on sait que Diawara a eu une proposition, je crois, des Glasgow Rangers d'ailleurs, qu'on va rencontrer en Europa League la semaine prochaine. Donc ils ont refusé parce qu'on leur a fait des promesses en termes de temps de jeu. Seulement Diawara, il voit qu'en toute fin de mercato, on recrute Verretou. Donc là, quand même, il peut prendre ça avec un certain manque de philosophie. Et Koumbedi, il joue pas Koumbedi. Mais bon, là, je vais pas critiquer Pierre Sage parce que Koumbedi, pour moi, il n'a pas le niveau. Donc, si lui est resté parce qu'on lui a fait des promesses, franchement, il est pas malin, Koumbedi, parce que avec Maitland-Niles et Mata devant lui, même si Mata va être utilisé souvent
en défense centrale vu le manque de rotation. On peut parler d'Omari aussi chez les jeunes. Hein. La question n'a pas été posée sur Omari, c'est-à-dire que on recrute Omari, Pierre Sage nous dit Omari, il est bon à la relance et tout ça, machin. C'est vrai qu'il n'a pas fait une bonne saison l'année dernière, mais moi je le connais bien, c'est un bon joueur, on veut le relancer, etc. etc. T'as Niakate qui est pas là sur les 2 derniers matchs, et qu'est-ce que tu mets? Tu mets Tagliafico contre Marseille, et même quand tu repasses à 4, tu ne mets pas Omari, tu mets Mata. Donc moi je ne comprends pas. Il faut pas faire le panégyrique d'Omari, et puis ensuite le laisser scotcher sur le banc. Donc bon, ça, c'est des trucs qui me dépassent un peu. Après, peut-être qu'Omari, il le voit tous les jours à l'entraînement et qu'il se rend compte que l'Omari, c'est celui que moi j'ai vu et que j'ai décrit comme le pire joueur de Ligue 1, plutôt que le joueur que lui a vu en sélection de jeunes. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'Omari va jouer, qui sera très bon, mais en tout cas, pour le moment, on ne le voit pas. Donc il dit, il faut s'accrocher. Il y aura des perspectives. Regardez Saïd Benrahma, il n'était pas content parce qu'il n'avait pas joué pendant 3 matchs. Il est rentré, il a marqué un but. C'est comme ça que on donne la meilleure réponse sur le terrain. Lui ne voit pas cet effectif pléthorique comme un problème, mais comme une solution. Alors moi, je pense que c'est pas un problème d'avoir un effectif pléthorique. Je pense que c'est un problème d'avoir trop de joueurs à certaines positions et trop de joueurs moyens. Je pense notamment au milieu de terrain, et ne pas avoir assez de joueurs en défense centrale. Donc ça, bon, bref. Il trouve aussi que cet effectif pléthorique, évidemment, il change beaucoup de choses depuis l'instauration de la règle des 5 changements, puisque vous pouvez changer la moitié de l'équipe sur la fin de match. Et donc, quand l'équipe en face, qui est peut-être avec un banc moins profond, commence un peu à tirer la langue, nous, on peut faire rentrer des joueurs qui sont frais, mais qui ont des qualités très très intéressantes. On a vu l'entrée de Zaha qui fait vraiment une passe externe magnifique sur Benrahma, qui conclut, avec un petit peu de réussite, il en faut dans le football. Donc lui il voit ça pas comme un souci. Enfin, les problèmes défensifs, qui vraiment... c'est vrai que l'Olympiakos ne marque pas, mais il y a quand même des occasions de ouf. L'arrêt, d'ailleurs il suffit de le voir dans les XG, mais l'arrêt de Perry, franchement, à 0-0, il aurait pu nous mettre dans la panade si le but rentre. Bref, satisfait, on est un petit peu léger depuis cette victoire. Mais attention, on va voir dans le classement que ça peut replonger très vite, parce que notre quotidien, à la limite, perdre un match ou faire un nul en Europa League, c'est pas si grave, dans le sens... Alors là, il fallait gagner parce qu'on était sur une série de résultats pas positifs, mais vous avez 8 matchs de classement, donc il faut être dans les 24 pour pouvoir se qualifier. Donc si vous voulez, vous avez quand même de la marge. Là, en championnat, une défaite nous mettrait dans grand danger. Alors le classement, justement, on va le regarder, et pour trouver Toulouse et Marseille et l'OL, il faut vraiment aller dans le bas du classement. Vous le voyez, Toulouse est 14e et nous sommes 15e, puisque Auxerre a gagné, très surprenant, face à Brest. Brest qui vit une saison très difficile par rapport à la saison passée. Et vous le voyez, cette équipe de Toulouse, c'est un nul à domicile face à Nantes, un nul à Nice, ce qui là est plutôt une bonne performance, défaite à domicile face à Marseille, un 2e du championnat, victoire face au Havre 2-0, donc net et sans bavure, et une défaite à Brest. Donc, on va dire des résultats un peu sinusoïdaux. On voit que cette équipe n'est pas très efficace, seulement 4 buts en 5 matchs. Mais elle défend relativement bien. Elle a pris 2 fois moins de buts que nous. À nous, 15e, les amis. 15e, ce qui veut dire que même en cas de victoire, à considérer évidemment les résultats de ces équipes-là, mais on resterait quand même dans la 2e partie du tableau. Donc, il faut gagner ce match tout simplement pour rattraper les matchs, les points que l'on n'a pas pris dans les rencontres précédentes. Alors cette équipe de Toulouse nous a plutôt bien réussi la saison passée, puisque nous sommes allés gagner 3-2 là-bas. D'ailleurs, je crois que Ryan Cherki avait fait une entrée fulgurante. Et 3-0, c'était, si je me souviens bien, notre première grosse victoire la saison passée. Je crois qu'elle intervient après la victoire à Monaco.
Avant cela, nous avions gagné à Toulouse et on avait fait un match nul, une victoire. Bon, une équipe qui nous réussit plutôt bien, une équipe, on va dire, avec des joueurs peu connus. Hein. C'est un club, Toulouse, qui a énormément recours à la data. Donc, voilà, le problème, c'est que eux, pour le coup, font du trading. Hein. Ils vont chercher des joueurs par la data et dès qu'ils sont bons, ils les vendent. Donc ils ont vendu les meilleurs joueurs de la saison passée. Et finalement, le seul joueur qu'on connaît bien, c'est tout simplement parce qu'il est international, c'est le gardien Guillaume Rest. Les autres sont des inconnus, en tout cas pour moi, hein, attention, hein, les grands suiveurs de la Ligue 1 doivent sans doute connaître ces joueurs. Donc très sincèrement, je ne vois pas comment on pourrait se contenter d'un autre résultat que d'une victoire à Toulouse. Tout simplement parce que c'est une équipe de deuxième partie de tableau et puis que nous, on a laissé trop de points en route jusqu'à présent et que si l'on regarde le classement et que notre objectif c'est dans le top 3, nous avons déjà 9 points de retard et une différence de but très négative par rapport à Marseille et Monaco. Marseille qui va se déplacer à Strasbourg, attention, c'est pas si facile que ça. Et Monaco qui reçoit Montpellier, Montpellier en grande difficulté, vous voyez. Barragiste, Montpellier, défense calamiteuse, 3 buts encaissés par match. Donc Marseille, je ne sais pas, mais Monaco devrait s'imposer. Et puis vous voyez le Paris Saint-Germain qui s'est imposé hier, d'ores et déjà hors de portée, 12 points de retard, une différence de but de folie. Là, faut pas y compter. On va terminer avec ma proposition de composition pour demain. N'hésitez pas évidemment dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette compo, mais aussi à proposer la vôtre. Voilà, alors il me semble qu'on ne change pas une équipe qui gagne, et l'équipe qui a gagné cette semaine, c'est le 4-2-3-1, avec, vous allez voir, quelques ajustements. Donc on va repartir évidemment avec Lucas Perry, Abner plutôt que Tagliafico, qui n'avait pas joué pendant longtemps et qui a enchaîné 2 titularisations, donc je pense qu'il faut faire reposer ses vieilles jambes. Niakate qui reste incertain malgré tout. Donc, s'il n'est pas là, est-ce que c'est le moment de lancer Omari? Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr. Kaletachar, alors si Omari n'est pas débutant, ce sera Mata et Kaletachar a priori. Maitland-Niles sur le côté droit, tout simplement parce que je pense que Mata a besoin de souffler lui aussi. Tolisso s'il est disponible, et Matic ou Verretou. Verretou n'a pas joué le dernier match, donc pour préserver Matic ou Tolisso d'ailleurs, Verretou pourrait remplacer l'un ou l'autre. Ryan Cherki en numéro 10, Benrahma, parce que j'ai pas trop apprécié le match de Fofana, et c'est un fait, on est bien obligé, même si c'est un peu mon chouchou, Fofana, je suis bien obligé de constater que quand il est titulaire, il n'est pas bon. Donc je remets Benrahma évidemment avec la possibilité de faire des rotations. Du côté droit, Nuama n'a pas été bon. Donc je mets Wilfried Zaha. Alors on sait que Zaha n'a pas forcément un match complet dans les jambes. Donc dès qu'il commencera à baisser d'intensité, pourquoi pas faire rentrer Nuama à ce moment-là. Je mets Lacazette, même si au fond de moi je pense qu'il devrait être au repos, être en vacances. Tout simplement parce que je pense que son statut ne sera pas remis en cause et que tout simplement, statistiquement, on se rapproche de plus en plus du moment où il va marquer. Dans un match comme ça qui ne sera pas facile, on a quand même besoin un peu d'expérience. Donc là, vous voyez, j'ai quand même une équipe de darons. C'est-à-dire que hormis Cherki, il y a vraiment que des papas. Peut-être Abner un peu plus jeune et Omari s'il joue, mais vraiment une équipe de darons, une équipe expérimentée pour aller chercher un résultat. Et des jeunes potentiellement rentrant en deuxième mi-temps pour faire la différence. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Il reste une 50aine d'abonnements pour atteindre les 4000. Donc si vous êtes un habitué de la chaîne, soyez cool, un petit abo. Et je vous dis à demain pour le live à partir de 14h50. Bonne soirée et bonne journée à vous. Merci, au revoir.